On est à la mi-juin, et même si ça fait maintenant plusieurs mois que Bitcoin a dépassé son ATH, que le halving a eu lieu et qu'on flirte autour des 70 000 $, il y a une sorte d'ambiance de bear market sur le marché. Comme si la fête était déjà finie, qu'on n'avait plus de gains à venir dans les cryptos et qu'on est simplement sur un cycle un petit peu décevant qui n'aura pas donné grand-chose. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le marché des cryptos ? Est-ce que c'est terminé? Comment ça va se passer dans le futur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. De janvier à mars 2024, donc en 3 mois, Bitcoin est passé de 40 000 $ à son sommet le plus haut jamais atteint, 73 000 $. Mais on avait une sensation un peu bizarre. Les altcoins ne bougeaient pas, il n'y avait pas énormément de nouveaux investisseurs, l'ATH arrivait pour la première fois avant le halving, et c'était très différent de ce qu'on avait l'habitude. Il n'y avait pas autant d'euphorie et la conclusion qu'on a tous fait, à juste titre, c'est que Bitcoin a été entre guillemets poussé vers son sommet le plus haut grâce aux liquidités des ETF qui ont été acceptés. Après avoir franchi ce nouveau sommet, on a eu une longue période d'accumulation, ce qui est logique après la forte hausse, et on a flirté avec l'ATH pendant 3 mois. 70 000, 71 000, 71 500, mais on n'a jamais réussi à le dépasser à nouveau. Ensuite, on est arrivé à la grosse correction du mois de juin, où les altcoins se sont fait absolument fusiller avec des grandes corrections de plus de 50% pour certains tokens du top 100. Une grande correction après avoir touché l'ATH, il en fallait pas plus pour créer énormément de panique sur les marchés. C'est la fin du bull run, Bitcoin va retomber à 40 000, il y aura jamais de hausse des altcoins. Si c'était un move de la part de certaines personnes pour faire peur aux investisseurs les moins solides, ça a marché, croyez-moi. Mais paradoxalement, cette période d'accumulation et de grosses corrections, donc en gros les mois d'avril, mai et juin, ont été extrêmement importants pour le marché des crypto-monnaies et ont marqué des nouvelles hyper prometteuses pour la suite. Évidemment, on commence avec l'incontournable ETF Bitcoin qui avait fait beaucoup de bruit en début d'année, qui a montré ensuite qu'il était très loin d'être un simple effet de mode. Plus de 15 milliards de dollars sont rentrés dans les ETF des différents fonds et les mois de mai et juin ont tous les deux eu plus de jours verts que de jours rouges. Mais surtout, pendant cette période, les cryptos ont pris également une autre dimension puisqu'elles ne sont plus des simples outils de spéculation, mais maintenant des armes politiques. Le mois de mai a été extrêmement actif et très discuté autour d'un gros sujet qui a pris une ampleur encore plus massive puisqu'une dimension politique est venue se rajouter à l'équation. L'approbation ou non par la SEC, l'autorité des marchés financiers, de l'ETF Ethereum. Et ce mois de mai, ça a été une saga, vraiment, on a eu tellement de rebondissements, c'était le Seigneur des Anneaux version longue, les 3. Bon, pour vous expliquer ça, je dois vous présenter nos 3 protagonistes. Dans le coin gauche, on a Gary Gensler, président de la SEC, plusieurs combats à son actif, une gauche percutante, le vrai gendarme des cryptos qui n'hésitera pas à placer des uppercuts ravageurs du haut de ses 46 kilos à tous ceux qui lui disent que les cryptos c'est bien. Dans le coin gauche, Donald Trump, ancien président républicain, candidat aux élections américaines de fin d'année, qui a ouvertement manifesté être pro-crypto avec un slogan explicite « Make Bitcoin Great Again » et qui veut que tous les bitcoins restants soient minés aux USA. Dans le coin encore à gauche, ouais, du coup c'est moins impactant mais j'avais pas pensé que ça allait être chiant vu qu'ils sont 3. Joe Biden, président des États-Unis, démocrate, globalement neutre, mais vu que Trump a ouvertement manifesté être pro-crypto, il fallait forcément se positionner en opposition, donc les cryptos, ça dégage. Bon bah, fight. Au mois de mai, Grayscale dépose une demande d'ETF Ethereum, esquive et énorme crochet de Gary Gensler qui dézingue la demande, notamment en critiquant le staking qui est problématique dans un ETF. Bah ouais, imaginez un validateur BlackRock sur Ethereum, ça serait quand même la fin de la décentralisation. Le 15 mai, Biden met son veto pour enlever une loi pro-crypto, donc il se manifeste ouvertement contre le développement des crypto-monnaies. Trump est dans les cordes, il tente de s'en aller en allant visiter des fermes de minage et en faisant des grosses éloges à Bitcoin. Et là, le coup fatal, Gary Gensler écrit une lettre en ferme opposition à l'approbation d'un ETF Ethereum. Et là, on est en train de se dire, ouh, c'est mal embarqué cette histoire. Et, sorti de nulle part, des démocrates et des républicains se sont alliés pour écrire une lettre à Gary Gensler en lui demandant d'accélérer fortement l'approbation de l'ETF Ether. C'est extrêmement rare d'avoir une alliance de 2 partis pour une cause commune aux États-Unis, et c'était pour essayer de faire passer la demande d'un ETF crypto. Alors que tout semblait perdu, on commence à entendre des bruits de couloir. Ah, finalement, l'ETF pourrait être accepté, c'est possible. Et là, contre toute attente, à la fin du mois de mai, la SEC annonce que l'ETF Ethereum est finalement accepté et que les fonds d'investissement type BlackRock peuvent déposer leur dossier de demande. Gary Gensler est au tapis, c'est Bitcoin qui gagne. Ouais, j'essaye d'expliquer les choses différemment, c'est bon. Et oui, j'aime beaucoup Rocky. 2 excellentes nouvelles à tirer de ce mois de mai. L'ETF Ethereum qui est accepté, et on a des rumeurs de lancement autour du 2 juillet, ce qui pourrait amener pas mal de liquidités. On a des analystes qui estiment qu'on pourrait avoir entre 15 et 30% des liquidités des ETF Bitcoin, donc entre 3 et 5 milliards de dollars globalement. Et deuxième chose, c'est que contrairement aux anciennes élections où il fallait être anti-crypto pour être élu, cette fois c'est tout l'inverse, il faut supporter l'innovation. Le regard global du grand public commence à doucement changer sur les crypto-monnaies et c'est
parfait dans le timing où on se situe. Et pourtant, dans ce qui semble être l'une des news les plus bullish pour la suite du marché, l'approbation d'un ETF autre que Bitcoin qui vient ouvrir les portes des altcoins au monde, eh ben, tout se met à saigner. Bitcoin est allé toucher les 65 000 $, on peut se dire bon, on s'en fout, en vrai c'est juste volatile, mais par contre les altcoins se sont fait totalement allumer. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, elle est très évidente, mais il faut quand même la mettre en lumière. Dans les marchés financiers, il y a deux périodes. Les zones d'accumulation, qui sont des zones de stagnation de prix dans une fourchette, où le marché estime qu'actuellement, le prix de l'actif est assez proche de sa valeur réelle, et les acheteurs et les vendeurs s'accordent pour le dire dans cette période. Et on a les phases d'expansion ou de diminution, dans lesquelles l'actif va explorer de nouveaux prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Chaque hausse qui est trop significative va être toujours entraînée d'une correction. C'est normal, c'est sain. Si Bitcoin monte trop vite, il va forcément devoir se recalibrer pour que les acheteurs et les vendeurs trouvent un équilibre. Et on doit quand même rappeler que depuis janvier, Bitcoin a quasiment doublé sa valeur, c'est donc normal qu'on ait une correction. Ensuite, on peut rentrer dans les détails un petit peu plus techniques. S'il y a bien un acteur du marché à espionner pour essayer de comprendre les mouvements de prix, ce sont ceux qui fabriquent les bitcoins, les mineurs. Si on regarde sur ce graphique, on peut voir la quantité de bitcoins qui ont été vendus par les mineurs tous les jours. Un mineur qui vend les bitcoins qu'il a récupérés, c'est soit parce qu'il anticipe une correction, soit parce qu'il n'a plus assez d'argent pour couvrir le prix du matériel de minage. Vous voyez que pendant tout le mois de mai 2024, les mineurs ont vendu extrêmement peu. Ils ont quasiment tout gardé en anticipation d'une prochaine correction. Et là, le 5 et 10 juin, surtout, les mineurs se sont mis à vendre beaucoup plus que d'habitude, avec plus de 1700 bitcoins qui ont été vendus juste sur ces 2 jours, ce qui est littéralement plus que tout le mois de mai. La dernière fois qu'ils ont vendu plus que ça, c'était le 28 mars dernier, où ils ont vendu 1600 bitcoins en un jour, et devinez quoi ? Après ça, le marché a corrigé quelques jours plus tard, exactement comme ce qu'il s'est passé ici. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils vendent du coup ? Ça, c'est assez dur à prédire. À mon avis, soit ils vendent parce qu'ils n'ont tout simplement plus les ressources pour garder leur bitcoin, le matériel de minage ça coûte cher, soit parce qu'ils ont des informations supplémentaires sur des futurs gros mouvements et qu'ils anticipent une baisse du marché. Et ensuite, il y a une sorte d'effet boule de neige qui va s'installer. Les mineurs vendent, donc les institutions et les whales le voient, donc ils vendent aussi. Les gros portefeuilles qui veulent en profiter pour faire fuir les petits investisseurs pour continuer d'accumuler à des prix bas font tout pour propager de la peur et les investisseurs particuliers vendent aussi. Ça y est, la boucle de panique est créée. Et ça peut faire peur. Surtout dans un contexte où nous avons déjà passé la TH de Bitcoin, tout le monde va flipper en croyant que c'est simplement la fin du cycle haussier. Et c'est exactement ce que ces gens veulent. Donc, concrètement, comment on sait si on est dans une simple correction ou si c'est la fin du cycle ? Eh ben, on va voir les indicateurs. Quand cette vidéo sort, on est normalement le 23 juin, le halving de Bitcoin a eu lieu le 20 avril, on est presque pile 2 mois après le halving, un petit peu plus. Le dernier halving de Bitcoin avait eu lieu le 11 mai 2020, et si on regarde 2 mois plus tard, le 11 juillet, eh ben globalement, on se faisait chier. Bitcoin est passé de 9500 à 9000 $ dans un grand range d'accumulation qui a duré jusqu'au mois d'octobre, et en 2016, pareil, une petite baisse de 20%. Ce qu'on voit surtout, c'est que la période post-halving, les 100 premiers jours environ, sont historiquement toujours très chiants, très souvent bearish, et on a un peu cette sensation assez désagréable de « Ah là, j'ai quand même l'impression que cette fois... il va rien se passer. » Et ce sentiment, il est extrêmement normal dans cette configuration. Pourquoi il est normal ? Parce que la plupart des investisseurs croient que le halving va enclencher une sorte de truc magique et propulser le prix. Ça fait un moment qu'on en parle en live et même avant le halving que ça allait arriver. D'ailleurs, live sur YouTube tous les mardis 18h. Donc, quand ça n'arrive pas, ils commencent à douter et à se poser beaucoup de questions. Parce que, je cite, c'est pas normal, on a passé le halving, ça devrait monter. Et surtout, il y en a qui ont aussi tout intérêt à garder ce sentiment, à garder cette sensation pour que tous les investisseurs faibles s'en aillent et qu'ils puissent continuer d'accumuler le plus longtemps possible. Ces personnes qui ont ces intérêts, ce sont la smart money et les gros portefeuilles. Ils sont au courant de cette sensation et de ce biais psychologique et ils n'ont aucun intérêt à démarrer la fête maintenant. Si on regarde la Wall Street Chart, la charte psychologique d'un cycle de marché, on a toujours cette phase de disbelief qui sert à purger ce qu'on appelle les weak ends avant le rallye haussier. Cette période, elle sert à dire aux gens qui croient qu'ils vont gagner de l'argent en se pointant à chaque fois juste après le halving que non les gars, il n'y a pas de repas gratuit ici. Et même si on a tendance à oublier très vite, de manière historique, cette période, elle a toujours été désagréable et c'est généralement le doute dans la tête de tout le monde qui pense que nous n'allons pas avoir de nouveau cycle. Et encore une fois, je peux vous montrer plein d'indicateurs qui nous confirment que cette situation n'a rien d'un top de marché et d'un quelconque début de bear market. Le MVRV, c'est un indicateur qui permet de repérer les moments où trop d'investisseurs sont en profit et donc on devrait avoir des gens qui vendent bientôt. Et si on regarde par rapport aux anciens cycles, on voit qu'on est quand même très loin d'avoir un MVRV dans des tels niveaux d'euphorie, ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y a pas autant d'investisseurs qui ont fait des profits qui ne le devraient. En tout cas, si on était
dans un sommet de marché. On peut aussi regarder un indicateur que je trouve très intéressant qui est le ratio entre le prix que coûte le minage d'un Bitcoin et le prix actuel de Bitcoin. On voit qu'actuellement, le prix que payent les mineurs pour miner un Bitcoin, il se balade globalement entre 70 et 90 000, ce qui veut dire que ça coûte plus cher de miner un Bitcoin que de le vendre. On a donc un ratio qui est supérieur à 1. Par contre, pendant toute la phase haussière qu'on a eu ces derniers mois, le ratio, il était certes en dessous de 1, mais il est jamais allé en dessous des 0,5, contrairement aux anciens bull run, où cette fois il descendait à 0,15, 0,20, etc. Si on couple ça avec le fait que les mineurs accumulent et ne vendent pas leur Bitcoin quand ils le peuvent, alors que ça coûte plus cher à produire qu'à vendre, on a quand même beaucoup de signaux qui viennent nous préciser qu'on est bien dans cette phase de calme avant la tempête. Cette tempête, il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent qu'elle est en train de se préparer. Parce que des indicateurs comme ça, on en a un paquet. On pourrait parler du NUPL, les profits non réalisés, qui n'est pas spécialement euphorique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas trop de monde qui s'assoit sur des profits. Si vous regardez dans les derniers cycles, on était beaucoup plus haut. Les graphiques de prise de profit réalisés, bref, tous les indicateurs, qu'ils soient sociaux, temporels ou on-chain, nous amènent à penser que tout va bien pour les crypto-monnaies, qu'on est simplement dans une période normale du jour 60 post-halving et qu'historiquement, il n'y a absolument rien qui vient contredire tout ça. Donc la correction en elle-même est extrêmement normale. Maintenant, si on regarde devant, on a énormément de bonnes nouvelles qui pourraient faire pressentir d'un retournement de marché dans les semaines qui suivent. Je vais vous drop plein d'infos indépendantes et vous allez voir que globalement, d'un point de vue macro, on est quand même extrêmement bullish. On en a parlé, les élections américaines arrivent en fin d'année. En plus du fait que les cryptos soient maintenant une arme électorale, on a historiquement toujours un marché qui se comporte très bien en période d'élection présidentielle, marché qui est en plus favorisé par une économie qui est généralement boostée aux stéroïdes pendant cette année. Si on revient sur les mineurs, on voit que globalement ils conservent le maximum qu'ils peuvent, ce qui est tout de même très parlant. Les mecs ne vendent que le minimum vital pour survivre. Nous sommes pas loin non plus de sortir de la traversée du désert des 90 jours post-halving, donc historiquement d'un point de vue temporel, c'est l'un des meilleurs moments pour se positionner sur les crypto-monnaies avant le prochain cycle, et les conditions sont en train de devenir très favorables à une hausse de Bitcoin. Vous savez que le prix du Bitcoin est très fortement influencé par exemple par un gros élément qui sont les taux directeurs. La Réserve fédérale américaine a de fortes chances de diminuer les taux d'intérêt qui sont actuellement de 5,5% pour la suite de l'année. Pour l'instant, les taux n'ont pas bougé lors des réunions du 1er mai et du 12 juin, mais si vous voulez mon avis, ce n'est qu'une question de temps. Sachant que les prochaines réunions auront lieu le 31 juillet et le 18 septembre, ça m'étonnerait pas que ça arrive dans l'une de ces deux rencontres. Sachant que la BCE, la Banque Centrale Européenne et la Banque du Canada ont toutes les deux annoncé qu'elles baissaient leur taux directeur cette année pour la première fois depuis 4 ans. Les ETF Ethereum devraient apporter des grosses liquidités au marché, on parle de plusieurs milliards de dollars, certains analystes pensent qu'on pourrait capter 20 à 30% du volume des ETF Bitcoin. MicroStrategy, la société de Michael Saylor, a annoncé s'endetter de 500 millions de dollars exclusivement pour acheter du Bitcoin. On a aussi Binance qui annonce renouveler son partenariat avec Visa et Mastercard qui avait été stoppé en 2023 à cause de problèmes de juridiction. Et le fait qu'on puisse payer sur Binance avec Visa et Mastercard, ça amène énormément de nouvelles personnes. Ça facilite en tout cas l'arrivée. La plus grosse banque du monde, ICBC, qui dans son rapport a qualifié le Bitcoin d'or numérique et l'Ethereum de pétrole numérique, ce qui est quand même quelque chose de massif. Et surtout, vous vous souvenez de notre bon vieux Gary Gensler. Lui vraiment, il s'endort, il a qu'une envie, c'est de mettre des patates à n'importe qui détient des cryptos. Et ben, même lui a été contraint d'arrêter de poursuivre Ethereum comme étant une security, ce qui est une nouvelle d'une très grosse ampleur. Bon, je continue. Comme je vous l'ai dit, toutes les planètes s'alignent pour que le cycle des cryptos se poursuive, que ça soit d'un point de vue micro, macro, on-chain, off-chain, tout est vraiment dans une excellente configuration et je pense que c'est important de décorréler toutes ces informations de la correction du mois de juin qui reste des périodes classiques de volatilité. Par contre, on peut quand même se poser une question. Est-ce qu'il faut être inquiet pour les altcoins? On entend beaucoup de peur en ce moment autour des altcoins. Les ETF vont capter la liquidité, il n'y aura pas de phase haussière pour les altcoins, cette fois c'est que Bitcoin qui va monter, les altcoins c'est fini, blablabla. Alors déjà, encore une fois, historiquement, dans la même période post-halving, les altcoins se font détruire. C'est des corrections violentes avant d'avoir des énormes envolées dans la deuxième partie du cycle. Historiquement, et ça n'a pas l'air de changer pour l'instant, les performances d'altcoins comme on les imagine, les fameux x5, x10, etc., se font toujours dans la phase parabolique du cycle haussier, donc vers la fin. Ensuite, je vois déjà les gens dans les commentaires me dire « Mais arrête, les altcoins ont déjà performé, regarde, on a les ordinals, c'est les mêmes coins, t'y connais rien, on a déjà eu la alt season, etc. » Oui, certains projets ont déjà performé, certes, mais pour ceux qui étaient là dans les autres cycles, vous savez comme moi qu'une vraie phase parabolique concerne quasiment tous les altcoins. Et je pense que c'est une erreur de se baser sur les performances de certains tokens qui sont un peu niches pour venir juger de si on a déjà eu une saison des altcoins ou pas. Sinon, je peux très bien vous retrouver un token qui a perf en plein bear market et je vous dis que c'était la saison des altcoins, l'alt season. Ben non,
Par contre, il faut quand même regarder un truc important. L'image que vous voyez là, c'est le nombre de nouveaux jetons, de nouvelles cryptos qui ont été créés en fonction des années. Si on compare avec 2021, on voit qu'il y a 5 fois plus de crypto-monnaies qu'avant. Et ça, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique ? Je vais vous la faire assez rapide. Au dernier cycle, tout le monde s'est rendu compte de la folie spéculative et des potentiels de gains de ce marché. Tout le monde, y compris les ventures capital, les fonds d'investissement. Si bien que ces fonds, ils ont investi des milliards de dollars dans des projets en espérant avoir un retour. Pour ceux qui savent pas comment marchent les ventes privées, les créateurs de projets arrivent, ils disent « Salut, voilà mon idée de projet, j'ai besoin de financement, regarde mon white paper. Si tu me donnes de l'argent maintenant, quand mon token sera lancé, tu l'auras à un prix qui sera plus faible. Par contre, attention, tu pourras le vendre, mais tu devras le faire sur une certaine période de temps pour ne pas tout dump d'un coup sur les investisseurs publics. C'est ce qu'on appelle un vesting. Est-ce que t'es chaud ? Ces fonds d'investissement, ils disent oui, elles donnent l'argent, ok. Sauf que, regardez cette charte. Ici, on voit la quantité de fonds qui ont été injectés par les ventures capital dans les projets crypto tous les mois. Et les plus gros mois se sont faits au milieu 2022, juste quand le marché des cryptos commençait son bear market. Oui, les VC ont timé le top du marché. On a toujours dit que c'était pas les plus intelligents du game. Sauf que ça, c'est un gros problème. Bah ouais, parce que les projets, ils se sont dit, bon, c'est le bear market, je vais pas non plus lancer mon projet et mon token maintenant, je vais juste me faire défoncer, et mes investisseurs, ils vont pas être contents. Donc, ils ont fait quoi ? Bah, ils ont attendu. Ils ont attendu que le marché reprenne des couleurs. Et ensuite, ils ont lancé leur token quand tout est un petit peu plus vert à partir de la fin d'année 2023. Le problème de ça, c'est que si tous les projets font ça, alors que derrière, il y a des milliards de dollars qui ont été injectés, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les investisseurs privés, les fameuses ventures capital, elles vont vouloir récupérer leur argent. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Eh ben, elles vont vendre leurs jetons. Et elles vont déverser une quantité débile de pression vendeuse sur le marché. Et ça, c'est très néfaste pour les altcoins, puisqu'elles se retrouvent du coup avec énormément de liquidités sortantes. Et maintenant, vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait 5 fois plus d'altcoins actuellement qu'il y a 4 ans. Ça veut dire que forcément, s'il y a 5 fois plus d'endroits où on peut mettre notre argent, on va avoir des liquidités qui seront fractionnées, qui seront diluées entre tous les projets. C'est comme si vous aviez un KFC, un Burger King et un McDo juste à côté. Les gens qui veulent aller dans un fast-food, ils vont se disperser parmi les trois. Et derrière, les altcoins, elles ont du mal à compenser cette pression vendeuse trop violente à cause des VC, ce qui peut coûter une grosse baisse dans les périodes comme ça. Est-ce que c'est grave ? Non. Est-ce que ça veut dire que les altcoins ne vont jamais performer ? Non. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir être plus exigeant sur les sélections d'altcoins parce que c'est possible qu'elles ne bénéficient pas toutes à part égale de l'afflux de liquidité qui arrivera. Quand je dis être exigeant, ça veut dire par exemple sélectionner les bons narratifs qui attirent le plus de fonds. Et si on couple tout ça avec le fait qu'historiquement, les altcoins se font toujours détruire à cette période, ça donne des corrections massives, de la peur sur les marchés et aussi forcément des opportunités. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Non. Il faut s'adapter. Il y a des éléments extrêmement similaires au cycle précédent et il faut simplement savoir les intégrer dans nos analyses. Mais il y a aussi des choses qui sont nouvelles, comme dans littéralement tous les marchés. Sinon, ça serait beaucoup trop facile. C'est très connu que cette fois, on joue un jeu avec beaucoup plus de gros poissons. Des institutions, des fonds, des gros portefeuilles, etc. Et plus il y a de gros poissons, plus il y aura de mouvements pour essayer de manger les plus petits, les investisseurs particuliers. C'est exactement, selon moi, ce qui est arrivé ces dernières semaines. Tout a été extrêmement bien construit pour que, malgré toutes les conditions haussières, on ait une sensation de bear market. Et c'est d'ailleurs très impressionnant. N'oubliez pas quand même une chose, 99% des gens perdent de l'argent en crypto. Parce que dans les cryptos, 99% des joueurs n'ont pas compris ou n'ont même pas lu les règles du jeu et se retrouvent avalés par le marché. Il n'y a pas de repas gratuit, la crypto n'est pas de l'argent facile. Ceux qui ressortiront gagnants, ça seront ceux qui auront justement encaissé les périodes difficiles et qui auront pris les meilleures décisions. Perso, je reste extrêmement bullish pour la suite de ce cycle, je pense que le marché peut repartir très très vite et que nous sommes actuellement dans l'une des meilleures opportunités d'investissement du moment. Merci de m'avoir écouté, c'était Iril, ciao les potes.